Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. Les émissions des rendez-vous de Philopop ont pour but de montrer comment la lecture d'une œuvre philosophique permet d'éclairer une question d'actualité et d'y réfléchir. Or, l'actualité est particulièrement horrible en ce moment au Moyen-Orient. Il y a eu l'horreur des crimes perpétrés par le Hamas le 7 octobre, mais tout n'a pas commencé à cette date. Et l'horreur se prolonge maintenant par le massacre de la population palestinienne de Gaza, livrée depuis des semaines à des bombardements intensifs, sans moyen de se protéger, sans moyen d'y échapper, condamnée à un blocus total, privée de soins, d'électricité, de nourriture. Mon propos n'est pas ici de dire ce qu'il faut en penser, les conclusions qu'il faut en tirer, ni encore d'indiquer qui sont les bons et qui sont les méchants, à chacun de se faire son jugement. Toutefois, pour se faire un jugement éclairé, il paraît nécessaire de disposer d'une information précise, d'avoir un recul historique. Et il peut être utile, me semble-t-il, de lire ce que la philosophe Hannah Arendt a pu écrire au cours du XXe siècle sur les questions qui reviennent aujourd'hui au cœur de l'actualité, à savoir l'antisémitisme, le sionisme, la Palestine, l'existence de l'État d'Israël. Hannah Arendt était une juive allemande, née en 1906, morte en 1975. Sa première grande œuvre, Les origines du totalitarisme, paraît la première fois en 1951. Alors pourquoi lire Arendt ? On pourrait penser que sa réflexion est datée, qu'elle ne concerne pas la période actuelle, et pourtant, comme nous allons le voir, rien n'est moins sûr. En tant que juive, elle était directement concernée par l'antisémitisme, qui déferla en Europe dans les années 30. Elle dut fuir l'Allemagne lors de l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 et s'exila à Paris, puis 8 ans plus tard, elle dut fuir la France en 1941 lorsque les autorités françaises décidèrent de l'interner comme juive allemande dans le camp de Gurs, dans le sud de la France, avec d'autres juifs allemands, avec le risque d'être livrée bientôt aux autorités allemandes depuis l'armistice signé en 1940. Là encore, elle s'échappa et elle parvint à quitter l'Europe pour les États-Unis, où elle vécut le reste de ses jours à New York et où elle obtint la nationalité américaine en 1951, l'année même où elle fit paraître sa première grande œuvre, Les origines du totalitarisme. Dès son séjour à Paris, elle s'engagea dans le mouvement sioniste, en s'occupant du transfert d'enfants et d'adolescents juifs en Palestine. Quand elle était à New York, elle rédigea des articles dans une revue sioniste pendant quelques années. Arendt était partisane d'une émancipation politique du peuple juif. Cela lui paraissait la seule solution qui permettrait aux Juifs d'exister librement et de ne plus être des parias. Elle militait ainsi à l'édification du foyer national juif en Palestine. Toutefois, elle s'éloigna de plus en plus du mouvement sioniste quand elle vit qu'il ne tenait aucun compte de l'existence des Arabes de Palestine. Elle était en outre hostile au projet d'un État national juif qui ne pouvait signifier que l'exclusion des Arabes en s'imposant d'abord par une immigration de Juifs à marche forcée et en optant de plus en plus ouvertement pour le transfert des Arabes dans les pays limitrophes. Alors dans cette émission, je voudrais montrer d'abord les raisons qui ont conduit Hannah Arendt à considérer que la solution sioniste, c'est-à-dire celle de la création d'un État qui permette aux Juifs d'exister comme peuple, cette solution sioniste était la seule solution qui permettrait aux Juifs de vivre librement, sans être menacés. Puis, je montrerai, dans un second temps,
les raisons qui l'ont conduite à s'écarter du sionisme, en se prononçant pour l'existence d'un État palestinien binational, judéo-arabe, contre la solution d'un État juif national. Dans un livre qui a pour titre « La tradition cachée », Arendt s'exprimait en ces termes. Je la cite. « Lorsqu'on est attaqué en qualité de juif, c'est en tant que juif que l'on doit se défendre, non en tant qu'Allemand, citoyen du monde, ou même au nom des droits de l'homme. » Et elle ajoutait aussitôt cette question, « Mais que puis-je faire de façon concrète en ma qualité de juif ?» Ainsi, elle ne voulait pas se contenter d'être spectatrice des événements. Elle cherchait à agir. Elle voulait passer à l'action. Elle participa ainsi au mouvement sioniste. Pour éclairer son choix, il faut lire attentivement les analyses du premier tome des origines du totalitarisme sur l'antisémitisme et aussi celle du dernier chapitre du deuxième tome, l'impérialisme. Elle y expose la situation dans laquelle les Juifs d'Europe sont placés au XXe siècle en raison même de l'antisémitisme qui accompagne la crise des États-nations européens à partir de la fin du XIXe siècle et précisément au XXe siècle. Loin de se traduire par une véritable émancipation, l'émancipation juridique des Juifs, comprenons par là leur reconnaissance à titre d'individus comme des citoyens libres et égaux en droit avec les autres citoyens de la nation, eh bien cette émancipation juridique des Juifs a reconduit en pratique l'exclusion sociale dont ils étaient auparavant victimes sous une forme nouvelle et dans des conditions nouvelles. Et pour le comprendre, il faut mesurer la spécificité de l'antisémitisme moderne qui se développe au cours du XIXe siècle en Europe et éviter de l'assimiler à la haine des Juifs d'origine religieuse qui existait auparavant. C'est au moment où, du fait de leur émancipation juridique et de l'assimilation qui en résulte, donc c'est au moment où dépérissent les valeurs religieuses qui fondaient jusqu'alors l'identité juive, que va naître et se développer cet antisémitisme moderne. Pour saisir sa spécificité, il faut, selon Arendt, en écarter deux explications insatisfaisantes qui lui paraissent tout aussi illusoires l'une que l'autre. Il y a d'abord la théorie du bouc émissaire, qui élude le fait que ce sont les Juifs, et non un autre peuple, qui ont été, comme elle le dit, qui ont été placés au centre de la tourmente en Europe. Et à ce sujet, Hannah Arendt était assez critique à l'égard de la thèse de Jean-Paul Sartre dans ses réflexions sur la question juive, publiée en 1946, selon laquelle, je cite Sartre, « Le juif est un homme que les autres tiennent pour juif ». Ce qui revient à dire que le juif n'a pas d'autre identité que celle qui résulte du regard des antisémites. Thèse qui n'est pas très éloignée de la théorie du bouc émissaire, dans la mesure où la cible des persécutions, ici, apparaît totalement arbitraire. Arendt rejette aussi l'explication qui postule l'existence d'un antisémitisme éternel. Cette explication paresseuse revient à absoudre les ennemis des Juifs, donc les antisémites, de leurs crimes, puisque, je cite ici Hannah Arendt, les explosions d'antisémitisme n'ont pas besoin d'explications spéciales, puisqu'elles ne sont que des conséquences naturelles d'un problème éternel. C'est ainsi qu'elle expose cette théorie de l'antisémitisme éternel. Donc, selon cette thèse, l'histoire du peuple juif serait une histoire unique et continue, qui se déroulerait à la manière d'un destin implacable et qui gomme ainsi la spécificité de l'antisémitisme qui se développe précisément en Europe au XIXe et au XXe siècle. Aussi, pour saisir cette spécificité et mesurer le rôle que l'antisémitisme a joué dans les événements tragiques du XXe siècle, en plaçant les Juifs au centre de la tourmente, il faut, je cite ici Hannah Arendt, il faut replacer son développement dans le cadre de l'État-nation au XIXe et au XXe siècle en Europe.
Et pour cela, je la cite encore, il faut avoir une certaine familiarité avec l'histoire juive en Europe au XIXe siècle et avec le développement de l'antisémitisme qui l'accompagne. Dans le premier tome des origines du totalitarisme, sur l'antisémitisme, Arendt aborde l'antisémitisme sous deux angles. Elle l'aborde d'abord dans sa dimension politique, en examinant la relation des Juifs avec l'État-nation. C'est l'objet de son deuxième chapitre. Elle l'aborde ensuite dans sa dimension sociale, en examinant, je cite, la relation entre les Juifs et la société. C'est l'objet de son troisième chapitre. Et ici, dans la mesure où j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur Westrack la dimension politique de l'antisémitisme, dans une émission que j'avais consacrée à l'affaire Dreyfus, j'essaierai d'être assez bref sur ce point et je renvoie à cette émission. Le XIXe siècle voit s'affirmer progressivement l'émancipation des Juifs, principalement dans les États européens occidentaux, à commencer par la France. En 1791, les Juifs sont reconnus par les députés français, à titre d'individus, comme des citoyens à égalité de droits avec tous les autres citoyens de la nation. La logique égalitaire des États-nations met fin à la société hiérarchisée et composée d'ordres et de corporations qui était celle de la monarchie. Cette logique égalitaire ne supprime pas pour autant une certaine exception attribuée à une élite juive, du fait que les États-nations continuent de faire appel à elle, comme c'était le cas auparavant dans les monarchies, qui faisaient appel à ce qu'on nommait les Juifs de cour. Cette élite joue le rôle de banquier des États-nations. Et comme cette élite avait une longue expérience du prêt, elle était en mesure de fournir à l'État les capitaux nécessaires. En retour, l'État lui assurait protection et lui reconnaissait un certain nombre de privilèges. Ceci n'était bien sûr accordé qu'à cette élite bancaire, aucunement à la grande masse des Juifs qui vivaient dans la pauvreté. Mais comme on va le voir, ces derniers leur étaient imaginairement associés par les antisémites. Les États-nations n'avaient d'autre solution que de faire appel à des banquiers juifs, étant donné que la classe bourgeoise ne voyait pas au départ l'intérêt d'investir dans des secteurs qui lui paraissaient improductifs, comme les entreprises d'État. Ce n'est seulement qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque l'État se lance dans l'expansion coloniale et devient un État impérialiste, que le secteur économique d'État devient intéressant avec le développement des armements qui sont monopole d'État. Placés ainsi dans une situation ambiguë par leur rôle qu'ils avaient au départ dans l'État-nation, les Juifs ont une position extrêmement vulnérable, dans la mesure où leur sort est associé à son destin. Et à partir du moment où l'État entre dans une phase impérialiste, où la bourgeoisie, jusque-là indifférente à l'État, s'en empare et en fait un instrument au service de ses intérêts à la fin du XIXe siècle, eh bien les banquiers juifs perdent leurs privilèges. Et c'est à partir de ce moment-là que l'antisémitisme précisément se développe et s'exacerbe. Quand en France, à la fin du XIXe siècle, éclate un certain nombre de scandales, comme le scandale financier de Panama, eh bien, où de nombreux petits actionnaires se voient ruinés, ces derniers y voient la preuve de la collusion financière entre les Juifs et l'État, alors même que, pourtant, les banquiers juifs ont perdu de leur pouvoir et de leur prestige. Alors même que les banquiers juifs donc ont perdu leur rôle traditionnel, on désigne les Juifs en général comme les responsables de la ruine des petites gens, comme les responsables des malheurs du peuple. La figure du Juif est identifiée à celle de l'État, qui n'est plus perçu comme le garant de l'intérêt général, mais comme l'instrument au service des financiers juifs. Tous les Juifs, point s'en faut, n'étaient pas des banquiers, mais dans l'imaginaire antisémite, il suffisait que des banquiers juifs soient eux-mêmes un groupe à part lié à l'État pour que tous les Juifs
soit considéré de la même manière. L'imaginaire antisémite identifiait en effet tous les juifs aux banquiers juifs, comme les Rothschild. De là vient l'idée qu'il y a une affinité juive pour la finance, et comme cette affinité donne aux juifs une réalité internationale, eh bien le juif est caractérisé comme un individu cosmopolite qui, comme l'argent, n'a pas de patrie. Nous avons vu la dimension politique de l'antisémitisme moderne. Nous examinerons sa dimension sociale après une première pause. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Les Juifs sont un peuple européen sans État, et c'est même le seul peuple européen sans État. Ils sont dispersés dans plusieurs États européens, et ils n'existent que comme minorité. Et comme on l'a vu, leur sort étant lié aux États-nations existants, ils sont ceux qui ont le plus à perdre dans l'effondrement du système des États-nations européens, qui va se produire entre les deux guerres mondiales. Après avoir examiné l'antisémitisme dans sa dimension politique, il nous faut aborder sa dimension sociale. Dans son aspect social, il est dû, comme l'explique Hannah Arendt, à l'égalité croissante entre les Juifs et tous les autres groupes. Hannah Arendt s'inspire ici des analyses d'Alexis de Tocqueville dans ses deux ouvrages de la démocratie en Amérique, l'Ancien Régime et la Révolution. Elle lui reprend l'expression d'égalité des conditions. L'égalité des conditions est ce qui résulte, dans les sociétés modernes, de l'égalité politique et juridique instituée par l'État-nation, comme c'est le cas en France à partir de la Révolution française.
Comme on va le voir, cette égalité des conditions produit des effets pervers sur le plan social, en donnant lieu à une discrimination sociale. Je cite Hannah Arendt. Plus la condition des Juifs devenait l'égale de celle des autres populations, plus les caractéristiques qui les en différenciaient devenaient surprenantes. Ainsi, à mesure que les Juifs sont reconnus juridiquement et politiquement comme des citoyens comme les autres, à égalité de droits avec tous les autres, eh bien ils deviennent victimes socialement d'une mise à l'écart. Plus ils s'assimilent au reste de la société, du fait de l'émancipation juridique, et plus leur différence fait problème et se trouve rejetée. Tel est l'effet paradoxal de l'égalité des conditions. Elle produit un antisémitisme social. Aussi longtemps que les Juifs formaient un groupe social séparé, qu'ils vivaient à part, leur différence était notoire. Elle suscitait souvent des réactions d'hostilité, mais elle n'était pas problématique, comme elle va le devenir à partir du moment où ils entrent dans un processus d'assimilation. La différence du Juif deviendra d'autant plus source de rejet qu'elle sera de moins en moins visible au fur et à mesure de l'assimilation, lorsque s'effacera progressivement l'identité juive traditionnelle qui reposait avant tout sur la religion. À la place d'un statut communautaire fondé sur la religion, les Juifs se trouveront identifiés à un type juif, qui désigne une qualité mystérieuse que chaque individu juif est censé porter en lui, comme si la judéité relevait d'une disposition innée, comme si elle relevait d'une race. Les analyses d'Hannah Arendt rejoignent sur ce point celles de Jean-Paul Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, car en effet, c'est bien l'antisémite qui fabrique ici imaginairement le type juif comme une qualité mystérieuse innée qui serait commune à tous les juifs. Alors de quelle manière l'antisémitisme en vient-il à engendrer ce type juif ? Comme l'explique Hannah Arendt, tout se passe comme si la société non juive exigeait du juif qui veut être assimilé qu'il soit une exception, qu'il montre qu'il ne ressemble pas à un juif, qu'il n'a rien de commun avec les autres juifs, tout en étant juif. Tout se passe ainsi comme si, pour lui ouvrir ses portes, elle demandait au juif qui veut s'assimiler « À qui ressembles-tu ? Es-tu comme nous, les non-juifs ? Ou es-tu comme un juif ? Si tu es comme nous, on t'accepte. » Le juif candidat à l'assimilation est ainsi condamné à répondre à une injonction contradictoire. Il lui est demandé de ne pas être juif tout en étant juif. Être et ne pas être un juif, voilà cette injonction contradictoire. Et comme le montre Hannah Arendt, cette injonction va se diversifier et changer de contenu au fur et à mesure de l'histoire de l'assimilation des Juifs en Europe entre la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Ne pas ressembler à un Juif, cela signifie d'abord pour un Juif ne pas ressembler aux Juifs de l'Est, qui apparaissaient comme de misérables arriérés, grossiers. Puis, dans une seconde phase, il ne s'agissait plus de se démarquer des autres Juifs considérés comme grossiers, en s'élevant socialement, mais il s'agissait désormais de prouver que, bien que juif, on n'était pas vraiment juif. Il s'agissait de se distinguer du type juif, ou comme le dit encore Hannah Arendt, du juif en général, de se démarquer en quelque sorte d'une abstraction. Abstraction honteuse qui n'était en fait que la projection fantasmatique des antisémites et qui désignait l'ensemble des caractères vicieux que chaque juif est censé porter en lui. Les juifs assimilés n'étaient plus définis par une nationalité ou une religion, leur judéité se définissait par une nature vicieuse à laquelle il était impossible d'échapper. Et face à cette nature,
Ils étaient condamnés à l'alternative suivante, soit être des parias, c'est-à-dire des êtres infréquentables qu'un non-juif doit éviter d'approcher, soit devenir des parvenus, prêts à tout pour se faire accepter, jusqu'au déni de leur judéité. Enfin, dès lors que la judéité était caractérisée comme une nature vicieuse, eh bien, les Juifs n'avaient pas la possibilité d'être autre chose que des criminels et des traîtres. L'écrivain antisémite Boris Barès disait d'ailleurs du capitaine Dreyfus, qui avait été condamné à tort pour avoir transmis des secrets militaires aux Allemands, que Dreyfus est coupable, je le conclus de sa race. Ainsi, quels que soient leurs efforts pour s'assimiler, les Juifs étaient reconduits à leur condition de parias. Aussi s'avérait-il illusoire de croire que le monde pouvait s'ouvrir à eux et qu'ils pourraient se faire accepter en renonçant à toute judéité, en disparaissant comme Juifs. C'était là au contraire une illusion dangereuse qui les maintenait dans une situation d'extrême vulnérabilité. Que ce soit sur le terrain politique ou sur le terrain social, les analyses du premier tome des origines du totalitarisme sur l'antisémitisme permettent ainsi d'expliquer pourquoi les Juifs vont se trouver en Europe au centre de la tourmente. Quand, après le traité de Versailles en 1919, qui démembre l'Empire austro-hongrois et le réorganise en une série d'États-nations, eh bien quand ils vont se trouver en première ligne, en tant que minorité. Puis, plus tard, quand ils vont être déchus de toute nationalité, expulsés d'Allemagne et d'Autriche à la fin des années 30 et réduits à la condition de réfugiés apatrides. Et c'est là le problème qui est abordé dans le dernier chapitre du deuxième tome des origines du totalitarisme, l'impérialisme. Les nouveaux États-nations créés en Europe centrale par le traité de Versailles, comme la Tchécoslovaquie, ne reposent sur aucune homogénéité de leur population. Ils comportent des minorités qui se trouvent discriminées du fait qu'elles ne participent pas à l'exercice du pouvoir politique qui conduit l'État et qu'elles n'ont pas les mêmes droits que la nationalité dominante. Mais pire encore, que le problème des minorités, qui bénéficient encore de quelques droits, il y a le problème des apatrides. Et tel est le cas de centaines de milliers de Juifs déchus de la nationalité allemande, dépossédés de leurs biens, qui sont contraints brutalement de fuir leur pays et deviennent apatrides, surtout après la nuit de cristal en 1938, et beaucoup d'entre eux cherchent refuge en France. Comme l'écrit Hannah Arendt, ce qui est sans précédent, ce n'est pas la perte de patrie, mais l'impossibilité d'en retrouver une. Le nombre très important de réfugiés apatrides leur interdit en effet de bénéficier du droit d'asile, lequel est alors accordé individuellement à des personnes persécutées pour leurs opinions. Mais ici, les Juifs ne sont pas persécutés pour leurs idées, ils le sont seulement parce qu'ils sont nés Juifs. Ils se trouvent déchus de leur nationalité étant donné leur race. La conséquence de cet afflux de réfugiés dans les États-nations démocratiques comme la France, c'est que, faute de pouvoir leur accorder le droit d'asile et une existence légale, c'est-à-dire un statut qui puisse les reconnaître juridiquement et les protéger, eh bien ces États finissent par les traiter comme des indésirables, comme des hors-la-loi, et par les enfermer dans des camps d'internement, alors même que leur constitution se fonde sur les droits de l'homme, comme c'est le cas de la République française, et cela dès 1938. Placés dans des camps, les réfugiés étrangers sont sous la surveillance de la police, la seule instance de l'État chargée de leur sort. Plus tard, sous le gouvernement de Vichy, les Juifs allemands seront extradés en Allemagne. Et évidemment, beaucoup périront dans les camps. Cette situation révèle brusquement que les droits de l'homme sont impuissants à protéger les apatrides. Comme l'écrit Hannah Arendt, je la cite, « Le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain. Il semble qu'un homme qui n'est rien d'autre qu'un homme
a précisément perdu les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme leur semblable. » Fin de citation. Telle est la condition des apatrides, condition à laquelle sont réduits des centaines de milliers, voire des millions de Juifs, avant la Seconde Guerre mondiale. Expulsés de toute citoyenneté et de toute nationalité, ils se trouvent expulsés de toute humanité dans les faits, puisqu'on ne leur reconnaît plus aucun droit. Leur absence de statut juridique les expose à toutes les violences, et est ce qui les mènera plus tard dans les camps de la mort pour y être exterminés. C'est pourquoi Hannah Arendt invite à redéfinir les droits de l'homme, qui ne valent rien sans la citoyenneté. Et elle considère que le premier des droits est celui pour un homme qui consiste à avoir des droits, ce qui ne signifie pas seulement l'octroi de droits civils aux individus, mais implique également le droit pour un peuple à la liberté politique et à se constituer en nation dotée d'un État dont les institutions protègent les citoyens. En ce sens, comme l'écrit Hannah Arendt, jusqu'à nouvel ordre, seule la restauration ou l'établissement de droits nationaux, comme le prouve le récent exemple de l'État d'Israël, peut assurer la restauration de droits humains. Les analyses d'Hannah Arendt sur l'antisémitisme moderne et la crise de l'État-nation la conduisent donc à la conclusion que seule la fondation d'un État permettra aux Juifs de devenir un peuple comme les autres, et c'est ce que nous verrons dans notre dernière partie après la pause. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم بكتب بدمي حبك يا بلادي بكتب بدمي ما بنسى أرضي في قلبي والله ما بنسى أرضي القدس لنا والأرض لنا والله بقوته معنا وجموع الحقد قد اجتمع لن تهزمنا لن تهزمنا حضن المسيح محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك الله يا الله عاثت بنا الأعداء ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء الله يا الله عاثت بنا الأعداء ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء ما خاب فيك رجاء شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم. Parler de peuple juif, cela ne consiste pas pour Hannah Arendt à l'essentialiser, à le définir par des caractéristiques immuables telles que celles d'une religion ou d'une race. Si les Juifs sont fondés à revendiquer, à se constituer en peuple, c'est dans la mesure où ils se définissent par la conscience d'un passé commun et des valeurs partagées, qu'ils aient vécu en Europe de l'Ouest ou en Europe orientale. C'est dans la mesure où ils forment une nation. Ce n'est pas au nom d'une identité substantielle ou au nom d'une élection divine. Arendt est hostile à cette idée, non pas en son sens religieux, mais au sens que le terme devient lorsque cette idée dégénère en chauvinisme nationaliste et raciste, lorsqu'elle conduit à idolâtrer un peuple en le parant de vertus exceptionnelles. Reste à savoir quelle est la structure du nouvel État en Palestine dont les Juifs doivent se doter. Et c'est ici qu'Arendt va rompre avec le mouvement sioniste. Fidèle à ses analyses,
elle exclut la solution d'un État-nation juif établi sur le modèle des États-nations européens. Et c'est pourtant ce qui, dans la pratique, va se produire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs avaient subi l'injustice la plus extrême. Ils avaient été victimes d'une tentative d'assassinat sans précédent qui visait à les faire disparaître totalement de la surface de la Terre. Mais dans le même temps, en immigrant toujours plus nombreux en Palestine et déterminés à fonder un État, ils risquaient de se trouver dans la position de commettre une injustice à l'égard d'un autre peuple qui n'était pas leur persécuteur. Parce que les Juifs avaient été victimes d'une injustice extrême, la grande majorité des sionistes étaient portés à considérer que celle que subiraient les Arabes de Palestine serait toujours bien moindre que celle qui leur avait été faite. En outre, il leur fallait s'établir sur un territoire. Pour parler de la Palestine, ils reprenaient volontiers la formule du fondateur du sionisme, Theodor Herzl, « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Ils étaient ainsi portés à considérer comme négligeable la présence des Arabes palestiniens. Cette position était formulée de la manière la plus radicale dans les années 30 par le sioniste Jatobinsky, qui représentait ce que l'on appelait le sionisme révisionniste, qu'Hannah Arendt n'hésitait pas pour sa part à caractériser de fasciste. Pour Jatobinsky, le conflit entre Juifs et Arabes ne pouvait être résolu que par la force. Et on peut dire que le parti Likoud de Netanyahou est dans cette lignée. Un certain nombre de groupes sionistes révisionnistes, comme l'Irgun de Menahem Begin et le groupe Stern d'Itzhak Shamir, se livreront d'ailleurs à des massacres comme celui de Der Yassin en avril 1948 pour terroriser la population arabe et la faire fuir. Et l'historien israélien Benny Morris explique dans une interview au journal Haaretz en 2004 qu'il s'agissait là d'une politique planifiée. Dans les années 30, donc, la majorité des dirigeants sionistes ne vont pas jusque-là. Ils comptent plutôt sur une politique du fait accompli qui pourrait advenir grâce à une immigration toujours plus importante de Juifs en Palestine, permettant de renverser le rapport démographique entre Juifs et Arabes et d'obtenir à partir de là la fondation d'un État juif. Hannah Arendt s'éloigne de plus en plus du mouvement sioniste et va même jusqu'à rompre avec lui lorsqu'elle s'aperçoit entre 1942 et 1944 que ses dirigeants sont de plus en plus acquis à une vision nationaliste qui rejoint l'orientation de Jatobinsky et ne prennent aucunement en compte la présence des Arabes sur le sol palestinien, puisqu'ils vont même jusqu'à envisager ouvertement l'idée d'un transfert des Arabes hors de Palestine dans les pays limitrophes. Et on peut lire à ce sujet 2 articles écrits par Hannah Arendt, l'un en 1944, l'autre en 1948. Le premier a pour titre « Réexamen du sionisme », le deuxième « Pour sauver le foyer national juif ». On aura compris qu'Hannah Arendt était hostile à la création d'un État national juif sur le modèle des États-nations européens, dont elle avait pu mesurer les impasses en Europe avant la guerre. Les mêmes impasses, le même échec risquent de se reproduire sur le sol palestinien. Comme c'était le cas des États-nations d'Europe centrale, la population de Palestine n'est pas une population homogène. Elle est constituée de 2 communautés présentes sur un même territoire, fortement différenciées par l'histoire, la culture et la langue, et face à une telle réalité, la solution d'une partition, c'est-à-dire la constitution de 2 États-nations correspondant chacun à un territoire où vivrait une population homogène, juive d'un côté, arabe de l'autre, eh bien cette solution est une solution dangereuse, car elle ne peut mener, selon Hannah Arendt, qu'à une guerre sans fin. Et alors qu'avant la création de l'État d'Israël, il s'agissait pour les sionistes d'inverser le rapport démographique afin que les Juifs deviennent la majorité,
Eh bien, après la création de l'État d'Israël, il s'agira d'une part de réserver aux Arabes, ceux qui sont restés sur le sol d'Israël, le statut d'une minorité qui n'aura pas les mêmes droits que les Juifs, et d'expulser d'autre part des centaines de milliers d'Arabes palestiniens et de les transformer en réfugiés, condamnés à vivre dans des camps dans les pays limitrophes. Ces Arabes palestiniens deviennent ainsi des apatrides, comme l'étaient des centaines de milliers de Juifs avant-guerre en Europe, ou pour reprendre encore la formule d'Hannah Arendt, ils deviendront des hommes privés du droit d'avoir des droits. Quelle est donc la solution politique souhaitable selon Hannah Arendt, si ce n'est surtout pas celle d'un État-nation juif ? Cette solution est celle d'un État binational. Solution qu'elle partage au sein d'un courant minoritaire regroupé autour du rabbin Judah Magnes, je pense que c'est son nom, et du philosophe Martin Buber. Comme eux, elle considère qu'une coexistence arabo-juive est à la fois possible et souhaitable. Un tel État permettrait aux Juifs et aux Arabes d'entrer dans des rapports de coopération. Il accorderait des droits politiques égaux à chacune des nations en son sein, indépendamment de leur importance démographique, et la structure de cet État reposerait enfin sur un système de conseils municipaux et ruraux arabo-juifs, où Juifs et Arabes se rencontreraient pour traiter ensemble des problèmes qu'ils ont en commun et qui les rapprochent. Pour terminer cette émission, je laisserai la parole à Hannah Arendt elle-même, en citant quelques extraits de son article « Pour sauver le foyer national juif » paru en 1948, et on pourra mesurer combien son propos est d'une étonnante actualité. Je la cite. « L'idée d'une coopération arabo-juive, bien qu'elle n'ait jamais été mise en pratique à aucun degré, et qu'elle semble plus éloignée que jamais à l'heure actuelle, n'est pas une rêverie idéaliste, mais la simple formulation du fait que, sans elle, toute l'entreprise juive en Palestine est condamnée. Juifs et Arabes pourraient être contraints par les circonstances de montrer au monde qu'il n'y a pas de fossé entre deux peuples qui ne puisse être comblé. Il y a peu d'illusions à se faire sur l'issue finale d'une guerre totale entre Arabes et Juifs. On peut gagner de nombreuses batailles sans gagner la guerre. Et même si les Juifs devaient gagner la guerre, la fin du conflit verrait la destruction des possibilités uniques et des succès uniques du sionisme en Palestine. Et ici, elle évoque les réalisations culturelles, économiques, qui étaient réalisées dans les années 30 par le foyer national juif. Je continue. Le pays qui naîtrait alors serait quelque chose de tout à fait différent du rêve des Juifs du monde entier, sionistes et non sionistes. Les Juifs victorieux vivraient environnés par une population arabe entièrement hostile, enfermés entre des frontières constamment menacées, occupés à leur autodéfense physique au point d'y perdre tous leurs autres intérêts et toutes les autres activités. Le développement d'une culture juive cesserait d'être le souci du peuple entier. L'expérimentation sociale serait écartée comme un luxe inutile, elle parle des kibbutzim. La pensée politique serait centrée sur la stratégie militaire. Le développement économique serait exclusivement déterminé par les besoins de la guerre. Dans de telles circonstances, les Juifs de Palestine dégénéreraient en l'une de ces petites tribus guerrières sur les possibilités et l'importance desquelles l'histoire depuis l'époque de Sparte nous a amplement renseignés. Fin de citation. Ce ne sont là que des extraits, il faudrait bien sûr lire l'article en entier. Chers auditeurs de Westrack, l'émission est maintenant terminée. Vous trouverez le podcast de l'émission sur le site de la radio, accompagné d'un plan et d'une bibliographie. À bientôt. Listen to me, children.
and take some good advice. I'm gonna tell you something now, don't make me say it twice. You can put away your lessons, throw away your books, 'cause I'm gonna tell you what cooks. Venus was a woman who had a lot of charms, but she got so much hugging she wore out both her arms. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school. Napoleon was a soldier, the smartest ever seen, but he learned his maneuvers alone with Josephine. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school. Robin Hood was famous, but one thing you should know, he only robbed the rich folks 'cause the poor folks had no dough. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school. King Arthur was a hero, it's famous everywhere. He had a big round table 'cause he couldn't stand a square. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school.